parler aujourd'hui des éléments de trace et de leur impact sur la qualité sanitaire des produits végétaux que nous consommons. Alors, notre corps à 97% est composé seulement de 4 éléments. Je ne vais pas parler d'eux, parce que ce serait trop facile. Je vais vous parler des 48 éléments qui constituent notre corps à hauteur de 0,007%. Ces éléments sont si peu abondants qu'on les appelle les éléments de trace. Et situés sur le tableau de la classification périodique, les voici, c'est ce qu'on trouve dans notre corps. Ces éléments de trace sont aussi présents dans l'environnement. On les appelle des traces parce qu'ils sont à des concentrations très faibles, de l'ordre de milligrammes par kilo, ppm partie par million, voire ppb partie par milliard. Et en solution, on parle de micromoles par litre ou nanomoles par litre. Alors pour un adulte de 70 kg, on trouve un certain nombre de choses. Donc vous n'êtes pas surpris de trouver du fer, du cuivre, du zinc. Et on trouve des choses un petit peu plus exotiques comme du niobium, de l'étain, de l'uranium, de l'or, 200 microgrammes pour un adulte de 70 kg, ce qui ne fait pas forcément de nous des gens de valeur. Du cadmium aussi, 50 mg, ou du plomb, 120 mg. Alors, ils ont beau être en petite quantité dans notre corps, certains de ces éléments sont particulièrement caractérisés par le fait que ce sont des métaux, donc qui sont représentés sur la classification périodique, on les voit ici en bleu. Et ces éléments de trace métalliques, on les appelle aussi souvent des métaux lourds parce que leur densité est généralement supérieure à 5 grammes par centimètre cube, donc 5 fois plus lourd que l'eau. Et sur l'avant, l'extérieur droite, on a des éléments qui ont un peu un pied de chaque côté de la ligne, ce qu'on appelle les métalloïdes, et on trouve notamment l'arsenic et l'ancien. Alors, comme je le disais, donc c'est des éléments en très très faible quantité, mais c'est pas parce qu'ils sont en très faible quantité qu'ils ne sont pas costauds, puisque sans certains d'entre eux, point de vie, à la fois dans le règne animal et dans le règne végétal. Le fer, par exemple, intervient dans le transport de l'oxygène et de l'hémoglobine. Sans zinc, pas de régulation du taux d'acidité des organismes vivants via l'enzyme anhydrase carbonique. Pas de production d'énergie sans les hydrogénases qui fonctionnent avec le fer, le nickel, etc., etc. Et pour les plantes, pas de réduction de l'azote minéral nitrique en acide aminé sans molécules. Donc ces éléments sont essentiels parce qu'ils forment avec des protéines, des métalloprotéines, qui catalysent des réactions enzymatiques fondamentales au niveau de la vie. Et aussi, ils sont des vecteurs de réactions d'oxyde de réduction et de production d'énergie. Et comme le disait, donc ces éléments, bien sûr, sont bien connus sous le nom d'oligo-éléments. Et donc le règne animal en partage un certain nombre avec le règne végétal, comme le fer, le ferrométhyl, le manganèse et le lithium. Certains éléments, oligo-éléments, sont spécifiques du règne végétal et du règne animal, et puis on a certains éléments qui sont bénéfiques à la vie sans qu'on ait véritablement prouvé leur caractère essentiel, comme le nickel ou l'étain chez les animaux, et comme le vanadium ou le sélénium chez les plantes. Comme le disait Paracel il y a assez longtemps, en regardant que finalement le mercure à petite dose arrivait à soigner la syphilis, toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Seule la dose détermine ce qui n'est pas un poison. On a retenu une version un petit peu plus courte, et c'est la dose qui fait le poison. Et bien sûr, les oligo-éléments qu'on trouve dans notre corps, ou dans les organismes vivants, s'ils sont trop concentrés, vont avoir des effets négatifs sur le fonctionnement de la biologie. Et en agriculture, l'exemple le plus frappant, c'est le cuivre. Donc le cuivre qui est appliqué en agriculture principalement sous la forme de bouillie bordelaise, de sulfate de cuivre, et qui va intervenir au niveau du fonctionnement biologique lorsqu'il est en excès, en déplaçant le magnésium dans la chlorophylle, ou en se substituant au fer au niveau de l'absorption racinée. Et dans certaines régions de France, lorsqu'on convertit des parcelles de vignes, parce que c'est plus rentable, notamment dans le sud de la France, du côté de Narbonne, et bien qu'on replante du blé derrière, on s'aperçoit que le blé souffre de carences en fer liées à l'ancienne application du cuivre sur ces parcelles, et on voit très bien sur l'image de droite les anciens rangs de vignes qui présentent sur le blé des symptômes de carence de fer. Alors ça, c'est pour les oligo-éléments, et on montre donc quand ils sont présents en trop grande quantité, ils deviennent toxiques. Et les éléments non essentiels aussi, comme le cadmium, on peut voir que lorsqu'on impacte la croissance de plantes en cultivant par exemple une semence de maïs entre deux couches de génose, avec à gauche pas de cadmium et à droite du cadmium, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, sur la partie exposée au cadmium, la plante va développer de la lignine, ce qui va permettre de freiner l'entrée du cadmium dans la racine. De côté non contaminé, la racine va développer des racines latérales pour pouvoir explorer le côté non contaminé et donc acquérir des éléments nutritifs à partir d'un nutriment non pollué.
Chez l'homme aussi, le cadmium, qui n'est pas un élément essentiel, est toxique. Alors je vous présente le cas vraiment d'école de la maladie du Taitai, qui est une exposition aiguë au cadmium au Japon. Mais ce cadmium est aussi toxique à des faibles doses, et des expositions chroniques. Il entraîne des maladies assez graves pour l'homme, au niveau cancer et des calcifications. Alors le cadmium présente une certaine analogie chimique avec le calcium, ce qui fait qu'au niveau du squelette osseux, il remplace le calcium et produit de la dégénérescence, de l'ostéoporose et de déformation osseuse. Il s'accumule aussi dans les organes filtrants, notamment le rein, dans lequel il perturbe le fonctionnement et il produit des sons sous-membranées. L'exemple le plus criant, ça s'est passé au début du siècle au Japon, où la mine de Toyama, qui exploitait du plomb, du zinc et du cuivre, a rejeté dans l'environnement les déchets miniers, et notamment des fortes concentrations de cadmium qui est associée au minerai de zinc. Sur la carte de droite, vous voyez la pollution au cadmium, représentée avec une échelle de gris, et on voit à droite la prévalence de la maladie du Taitai, qui correspond en fait à la zone de rejet de cette ligne dans la rivière qui a servi à irriguer le riz et les raisins. Alors, puisque ces éléments comme le cadmium ne sont pas essentiels à la vie, pourquoi est-ce que nous accumulons dans notre corps? Eh bien, l'étude de l'alimentation française et de l'exposition des populations françaises et européennes a montré que la première source d'exposition des hommes aux éléments traces, que ce soit essentiel ou non essentiel, c'est l'alimentation. Sauf peut-être pour les fumeurs, notamment pour le cadmium, où la principale source d'exposition au cadmium, c'est l'inhalation. Puisque à peu près 20 cigarettes, c'est 2 microgrammes de cadmium. Donc l'alimentation. Comment ça se passe? En fait, c'est très simple. Les éléments traces sont dans le sol, ils passent dans la solution du sol, ils sont absorbés par les végétaux, on les retrouve dans notre assiette, et ensuite on les retrouve dans notre corps. L'étude de l'alimentation montre qu'en fait, les fruits, légumes et céréales contribuent de manière très importante à notre exposition aux éléments traces métalliques qui soient essentiels, comme le manganèse, le molybdène ou le fer, mais aussi non essentiels, puisque l'alimentation des fruits, légumes et céréales contribuent à plus de 50% à notre exposition au cadmium. Donc les fruits, légumes et céréales sont des sources à la fois de glucoséléments, mais aussi de protéines. Alors la difficulté, c'est que les fruits, légumes et céréales, en dehors des produits transformés, cuisinés, dans le supermarché, juste la matière première, constituent 28% de notre panier, donc de notre consommation, et que les autorités sanitaires, bien sûr, à juste titre, nous encouragent à en consommer davantage, parce que ce sont aussi des sources de légumes, de vitamines, de fibres, donc c'est bon pour la santé. Donc, est-il dangereux finalement de consommer des fruits, des légumes et des céréales, sachant que certes nous avons des oligo-éléments, mais aussi des éléments toxiques? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous présenter un schéma. Alors, je vais peut-être un petit peu sortir de mon domaine de compétences, mais comme je sais qu'il y a des gens des autorités sanitaires qui interviennent, je vais juste présenter un petit peu la démarche qui permet de statuer sur cette question. On parle généralement d'études de la population pour voir le niveau d'exposition de la population française ou européenne aux éléments contaminants. Donc on va analyser sur des échantillons de la population des biomarqueurs, c'est-à-dire des concentrations en métaux, soit dans le sang, soit dans les urines, soit dans les cheveux. Et ces concentrations vont être comparées à des valeurs références, au-delà desquelles on sait que la pathologie est susceptible de se déclarer avec une probabilité importante. Donc ça permet d'évaluer le risque sanitaire d'exposition aux différents contaminants métalliques. Et à partir du moment où on suspecte un risque important, on va essayer d'identifier des sources alimentaires, notamment les aliments qui sont responsables de l'exposition excessive. Et une fois que ces aliments sont identifiés, on va travailler sur la mise en place de seuils réglementaires ou la révision des seuils réglementaires qui définit pour un aliment donné la teneur maximale en contaminants métalliques. Et bien sûr, on va le voir aussi, il faut considérer l'impact socio-économique d'une révision ou d'un établissement d'un seuil par rapport aux filières de production de ces aliments. Alors pour illustrer cet exemple, je vais vous parler du blé et du cadmium. Donc en revenant à ce cadmium, le cadmium il a une demi-vie dans le corps d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 20 ans pour éliminer la moitié du cadmium que nous avons stocké dans nos reins. C'est un cancérigène, il est à l'origine de pathologies rénales, de décalcification. Et si on n'est pas fumeur, la première source d'exposition, c'est l'alimentation. L'OMS a déclaré en 1985, à partir d'études toxicologiques, qu'il ne fallait pas dépasser à peu près 7 microgrammes de cadmium par kilo de poids corporel par semaine au niveau de l'exposition alimentaire. Et en 2009, l'Agence européenne de sécurité sanitaire
a révisé ce seuil sur la base de marqueurs justement biologiques et a estimé que la population européenne était encore trop exposée et qu'il fallait diviser ce seuil par quasiment 3 et l'abaisser à 2,5 microgrammes de cadmium par kilo de poids corporel et par semaine. À la suite de ça, en étudiant notre exposition alimentaire, l'ANSES a établi qu'en moyenne, un adulte est exposé à hauteur de 1,12 microgrammes, donc on est bien en dessous, qu'un enfant à hauteur de 1,7, donc on est aussi bien en dessous, mais ça, ce sont des moyennes. Si on regarde les extrêmes, eh bien, on voit que pour les enfants, on a quand même un taux de dépassement qui avoisine les 15%, et que pour certaines populations, certaines catégories de population, notamment des végétariens, l'exposition pouvait être problématique. Et parmi les aliments qui contribuent le plus à notre exposition au cadmium par voie alimentaire, on trouve le blé dur. Donc le blé, en gros, il y a deux types de blé. Il y a le blé qui sert à faire le pain, les viennoiseries, et puis il y a un blé qui est un peu plus riche en protéines qui sert à faire tout ce qui est semoulerie, c'est-à-dire les pâtes et la semoule. On en consomme de manière importante, puisqu'on consomme à peu près 8 kg de pâtes et 1 kg par an de semoule, et ça correspond à 9% de la dose admissible en cadmium. Le blé dur a été particulièrement ciblé par rapport à l'exposition au cadmium, et donc on a essayé d'établir un nouveau seuil réglementaire pour la teneur maximum en cadmium dans le blé dur. Actuellement, c'est réglementé à 0,2 mg de cadmium par kilo de grain. Et la Commission européenne a eu en 2011 un projet d'abaisser ce seuil et de le réduire de moitié. Alors le seuil actuel, quand on a travaillé avec Arvadis sur ce projet de recherche-là, on a estimé qu'au niveau national, 4% de la production de blé dur française dépasse le seuil de 0,2. Donc c'est relativement minoritaire. Mais par contre, avec le projet d'abaisser le seuil à 0,1, c'était 25% presque de la production française qui n'était plus conforme. Alors bien sûr, les filières se sont insurgées contre ce projet de baisse. On fait du lobbying auprès de Bruxelles, qui a révisé le nouveau seuil en disant on ne va pas descendre à 0,1, on va essayer de descendre à 0,15 en plusieurs années. Et au niveau national, on reste quand même à 10% de rejet. Et donc au final, la Commission européenne fait marche arrière et a abandonné la révision du seuil, avec quand même un texte demandant aux États membres de surveiller la qualité de la production du blé dur, de tout mettre en œuvre pour réduire la contamination de cette plante par ce contaminant métallique. Voilà un petit peu comment cette histoire illustre la difficulté de concilier le côté sanitaire et le côté socio-économique lié au lobbying des filières. Alors, l'enjeu pour le blé dur, mais aussi pour d'autres productions végétales, c'est de réduire leur teneur en métaux toxiques tout en conservant leur teneur en oligo-éléments pour favoriser la qualité sanitaire des productions végétales issues de l'agriculture. Et pour faire ceci, il faut comprendre d'où viennent les EPM qu'on trouve dans les produits végétaux. Pourquoi, quand on regarde un grain d'orge comme celui-ci, eh bien le fer en haut à droite se retrouve à différents endroits que le cuivre, ou le manganèse, ou le zinc. Pourquoi le blé dur accumule du cadmium dont il n'a pas besoin? Alors je vous ai dit, la première source de métaux éléments de trace pour la culture, c'est le sol. Donc regardons un petit peu au niveau du sol. Au niveau français, si on fait un inventaire des teneurs en différents éléments de trace dans le sol français, on s'aperçoit que c'est très variable. Il y a généralement 2 ordres de grandeur, voire plus, pour les concentrations en éléments de trace métalliques à travers la diversité des sols nationaux. Regardons un petit peu pourquoi il y a ces éléments de trace dans le sol. Voici une carte de la France avec en point noir les concentrations en cadmium avec un diamètre proportionnel bien sûr à la concentration de ce polluant. Et en fond de carte, vous avez les différents substrats géologiques nationaux. Et on peut voir très clairement que les zones majoritaires de forte teneur en cadmium se situent sur la légende jaune, c'est-à-dire les sols calcaires. À nouveau, pourquoi? Parce que le cadmium étant très proche au niveau chimique du calcium, va se substituer au calcium dans la formation du calcaire. Et donc on a des calcaires qui sont localement très riches en cadmium. Donc à travers cet exemple, ce que je veux dire, c'est que les éléments de trace du sol, qu'ils soient essentiels ou polluants, sont naturels. Voilà. Pourquoi tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Mais ce n'est pas que naturel. On a parlé de la pollution atmosphérique, et voici ici un exemple de l'évolution de la teneur en cadmium du sol sur les essais agricoles anglais par Ross Hapstead.
qui montre que depuis 1930, sur les parcelles sur lesquelles on n'est pas intervenu, on a une augmentation de la teneur en cadmium qui est liée au dépôt atmosphérique, lié à la pollution industrielle. Donc l'homme aussi intervient à enrichir les sols agricoles en métaux. Deuxième source et deuxième impact de l'activité humaine, ce sont les engrais. Sur les parcelles agricoles, lorsqu'on applique des engrais minéraux, notamment les engrais phosphatés, sur le long terme, on peut voir, sur la courbe avec les points bleus, qu'au final, eh bien, les teneurs en cadmium dans les grains de légumes ont tendance à augmenter, alors que si on met du fumier répété, les teneurs ont tendance à baisser. C'est bien sûr un exemple qui n'est pas généralisable. Ça vient du fait à nouveau que les engrais phosphatés sont produits à partir des phosphates de calcium, de roches sédimentaires, et que, à nouveau, le cadmium remplace le calcium dans les phosphates de calcium. Donc on a des engrais qui sont contaminés par des phosphates de cadmium. Un autre exemple qui montre bien aussi l'impact de l'activité humaine, c'est la carte nationale de concentration des sols en cuivre. Où voit-on les zones les plus riches en cuivre? Dans le Bordelais et sur la partie ouest du pourtour méditerranéen, c'est-à-dire aux endroits où la viticulture est particulièrement intense. Et là, ce sont l'impact des émissions des applications de bouillie bordelaise pour le traitement de la vigne qui montrent un enrichissement significatif des sols en cuivre. On en trouve aussi dans l'ouest de la France avec les épandages de lisier et des déjections régionales. Donc au final, l'ADEME avait commandé une étude auprès d'une agence qui s'appelle la Sodrea, qui a essayé d'établir une modélisation des différentes origines des éléments traces entrant dans les sols agricoles. Et on peut voir que, par exemple, les engrais phosphatés, qui sont figurés ici en gris, sont les principaux pourvoyeurs du cadmium dans les sols agricoles, mais aussi de l'arsenic. Les effluents d'élevage, en marron, sont essentiellement responsables des entrées de zinc et de cuivre, qui sont deux oligo-éléments qui sont donnés aux animaux pour pouvoir stimuler leur croissance. Mais comme nous, ces oligo-éléments sont très peu assimilés par les animaux, ils sont rejetés directement dans les égouts et dans les fossages et sont ensuite épandus sur les sols. Et on retrouve sur le cuivre, en vert, les traitements phytosanitaires, c'est-à-dire la bouillie bordelaise. Des poids atmosphériques assez importants pour le plomb, issus bien sûr des hydrocarbures et notamment de l'essence, puisque tous les pays n'ont pas banni le plomb de leur carbone. Mais la concentration des ETF dans le sol, c'est pas toute l'histoire pour expliquer ce qu'on va retrouver dans les acides. En effet, une teneur totale, ça n'explique pas ce que la plante va pouvoir prélever. Je vous ai dit, pour que la plante puisse prélever les ETM, il faut qu'il passe dans la solution du sol. Ce graphe présente en ordonnée la concentration du cadmium dans la solution du sol, et en abscisse la concentration totale du cadmium dans le sol. Et il n'y a pas de relation. Donc ce n'est pas la teneur d'un élément de trace dans le sol qui va pouvoir nous dire ce qu'il va y avoir en solution. En plus, si vous regardez les échelles, vous allez vous apercevoir que la fraction du cadmium en solution, en moyenne, c'est 1 pour 2 de la teneur totale du sol. Donc la teneur totale du sol, non seulement elle n'est pas corrélée avec ce qu'on trouve en solution, mais en plus elle est largement majoritaire, donc ça va être très difficile de prédire ce qu'on va avoir en solution à partir de la simple détermination de la teneur totale. Alors comment ça se passe dans le sol, un élément trace? Il faut comprendre un petit peu de physico-chimie, de géochimie pour essayer de mieux évaluer ce qui peut passer dans nos acides. Dans le sol, les éléments traces ils vont se retrouver dans les réseaux cristallins des éléments minéraux. C'est le compartiment complètement à gauche en gris. Donc ces éléments pris dans les réseaux cristallins, généralement, ils sont inutiles parce qu'on prend en solution, ils ne sont pas retrouvés dans les productions. Ensuite, on a un compartiment où les éléments traces, en jaune, donc, vont se fixer de manière réversible sur les faces solides du sol, sur les argiles, sur la matière organique, par des réactions, par des liaisons, soit électrostatiques type Van der Waals, soit par des liaisons covalentes. Et dans tous les cas, ce sont des liaisons qui sont réversibles, qui sont en équilibre avec la concentration dans la solution du sol. Donc, dans notre terme, on dit qu'ils sont sorbés sur la face solide. Et enfin, dans la solution du sol, on va les trouver sous différentes formes chimiques, soit sous forme ionique, libre, soit associées à des molécules complexées. Ce sont des ligands organiques ou des ligands minéraux. Et généralement, les cibles biologiques, c'est-à-dire les racines, les bactéries ou les micro-organismes du sol, ne vont pouvoir absorber que l'ion libre. Et donc, pour comprendre ce qui va passer dans la cible biologique, il faut comprendre les échanges entre la phase solide, ce qui est en solution, et le transport aussi avec la solution du sol. Et donc, généralement, on définit un certain nombre de termes
Le compartiment mobile, c'est-à-dire ce qui est sur la voie solide et ce qui est en solution, on appelle ça la disponibilité environnementale, parce que c'est des éléments qui sont disponibles pour les transferts vers les différents compartiments, qu'ils soient physiques ou biologiques. Alors que la biodisponibilité, c'est uniquement la quantité d'éléments qui va pouvoir passer vers la cible biologique, c'est-à-dire sous forme ionique. Et bien sûr, tout ce schéma, bien que simple, commence déjà à être compliqué, dépend du type de sol, de la nature du sol, des pratiques agricoles et des conditions météorologiques ou climatiques si on s'intéresse à des échelles formées. Et pour vous illustrer ça, je reviens sur ma petite carte qui vous montre le cadmium libre en solution par rapport au cadmium total du sol. On ne voit toujours pas de relation. Si je colore les points en fonction du pH, eh bien on voit qu'en sol acide, sur le pH inférieur à 7,5, pour une même teneur en cadmium total du sol, on a beaucoup plus de cadmium libre en solution, donc il est plus disponible, ce qui vous montre la forte influence du pH sur la disponibilité des éléments en phase du sol. Alors, comme c'est très compliqué de prédire la disponibilité, on a une approche pour prédire la concentration des contaminants dans les aliments végétaux, basée sur des approches statistiques. Donc ça part d'une campagne d'analyse de terre et de grains, par exemple ici pour le blé dur. On va regarder les corrélations qu'il y a entre les propriétés physico-chimiques du sol et la teneur dans le grain, et ajuster des modèles statistiques de prédiction, soit de la teneur en cadmium du grain, soit de la prédiction du risque de dépasser le seuil réglementaire. C'est ce que nous avons fait avec l'analyse, on aboutit à des cartes prédictives de la disponibilité du cadmium pour le blé dur, avec à gauche les endroits où on prédit que le seuil réglementaire ne sera pas dépassé, alors qu'à droite, on prédit que le seuil devrait être théoriquement dépassé. Donc, ce sont des outils qui peuvent aider à prendre des décisions sur les localisations d'implantation de certaines cultures. Ou si on veut aller beaucoup plus loin et essayer d'identifier des mécanismes, alors il faut passer à une modélisation beaucoup plus complexe, où on va essayer de reproduire les différents processus qui règlent la disponibilité des éléments de trace. Je ne reviens pas dessus, il y a tout ce qui est sorption, solution, complexation, etc. Cette approche mécaniste est généralement très gourmande en paramètres d'entrée, donc difficilement transférable au champ, mais elle permet d'asseoir les connaissances et donc d'identifier les processus majoritaires pour un contexte de vie. Mais le sol, ce n'est pas toute l'histoire. Là, on a parlé de disponibilité des éléments de trace dans le sol, mais il y a aussi le végétal. Voici le top 10 des produits végétaux qui contiennent le plus d'éléments de trace, essentiels et non essentiels. On va retrouver les graines, les haricots, les lentilles, les petits pois, la salade, les épinards, du laitu. Et puis, on s'aperçoit que la laitue, les épinards et le tofu, donc le soja, contiennent particulièrement plus de cadmium et de nickel. Comment se fait-il que différents végétaux accumulent des quantités différentes d'éléments de trace et que ça dépend des espèces et des organes? Alors, pour comprendre ça, il faut aller vers un petit peu de physiologie. Déjà, comment les éléments de trace vont-ils rentrer dans le système racinaire et pourquoi les éléments non essentiels vont être absorbés par la plante? Tout simplement parce que les éléments de trace qui sont absorbés par les transporteurs ne sont pas spécifiques. Et des transporteurs comme le zinc vont aussi transporter du cadmium. Les transporteurs de calcium aussi, les transporteurs de phosphate complètement à droite vont aussi intégrer des racines. Une fois que la plante a absorbé ces éléments de trace, il va falloir qu'elle les gère s'ils ne sont pas essentiels. Et donc, pour détoxifier les éléments non essentiels, elle va les séquestrer au niveau racinaire. Et la séquestration racinaire, il a été montré qu'elle dépendait d'un certain nombre de gènes. Et chez le blé dur, il y a un gène, ici, qui s'appelle CDU1, qui est particulièrement efficace pour séquestrer le cadmium dans les parties aériennes, donc réduire la concentration dans les grains. Et donc on voit ici sur le graphe du bas que les teneurs en cadmium sur les cultivars de blé qui ont l'allèle de forte séquestration, donc en blanc, ont une teneur en cadmium beaucoup plus faible dans les grains que quand l'allèle est absent. Et on le voit aussi, par exemple, chez l'aubergine, où on voit que le cadmium sur la partie gauche est très rapidement transféré au niveau du cylindre central de la racine, ce qui va permettre son évacuation vers les parties aériennes, alors que sur la partie de droite, le cadmium est séquestré au niveau du cylindre central, et donc sa mobilité vers les parties aériennes sera réduite. Ensuite, une fois qu'il est dans les parties aériennes, il peut être séquestré au niveau des nœuds. Il y aura des zones de séquestration qui vont à nouveau réguler l'allocation vers les organes reproducteurs et vers ce que nous allons consommer. Et petit retour sur la circulation de la sève dans la plante.
Vous savez que la sève, par des racines, va vers les parties aériennes, c'est la sève brute, dans le xylème. Elle va dans les deux sens dans le phloème, dans la sève élaborée, elle peut aussi bien monter et descendre. Il y a des cellules qui sont chargées de faire le transfert entre le xylème et le phloème, et donc ils vont permettre à un élément qui était parti pour monter, éventuellement de redescendre. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans la sève brute, dans le xylème, le pH est acide. Donc généralement, les éléments traces, ils ont une mobilité importante. Alors que dans le phloème, la sève est plutôt alcaline, et si les éléments traces ne sont pas complexés à des molécules spécifiques, ils vont précipiter. Donc, les cellules de transfert qui assurent le passage entre le xylème et le phloème, plus la production de ligands par la plante, ce sont autant de mécanismes qui permettent à la plante de réguler l'allocation de différents éléments traces aux différentes parties de la plante. Et ça permet de comprendre pourquoi le zinc se retrouve principalement dans les parties jeunes, pourquoi le cadmium est surtout séquestré dans les parties racinaires et la concentration diminue lorsqu'on s'éloigne des parties racinaires, etc., etc. Donc ça permet de mieux comprendre la répartition des différents éléments traces au niveau de la plante. Alors, quelles actions sanitaires pouvons-nous entreprendre pour réduire la teneur en protéinant des produits végétaux? La première chose, c'est de diagnostiquer le sol, de savoir si la disponibilité est importante, et d'évaluer les risques que le transfert soit important. Ensuite, bien sûr, il faut minimiser les apports, notamment au travers de produits résiduaires, éviter d'apporter des éléments contaminants sur les parcelles agricoles. Comme je vous ai dit qu'il y avait une variabilité d'accumulation en fonction des productions, il faut choisir la bonne plante. Si le sol, il y a un risque important, on va choisir des espèces qui accumulent peu. Et ensuite, on a des actions agronomiques, comme vérifier le pH, apporter de la matière organique, etc. Mais ce n'est pas tout. Au niveau recherche, bien sûr, on a encore quelques questions qui nous occupent pas mal, notamment sur la disponibilité, puisque les méthodes d'évaluation de la disponibilité pour des sols sont encore imparfaites, surtout dans le contexte multimétallique. On voit apparaître un certain nombre de contaminants nouveaux. On a beaucoup d'incertitudes aussi sur les effets à long terme des pratiques, des nouvelles pratiques agricoles, notamment le recyclage des produits récipients, issus des stations d'épuration, des excréments d'élevage, toutes les pratiques d'agriculture urbaine qui sont sur des sols parfois contaminés dans un environnement à forte retombée atmosphérique. Sur le végétal, même si on identifie des points clés de répartition des éléments traces, on a encore du mal à comprendre la logique et les règles d'allocation. Et il nous reste encore pas mal de gènes à sélectionner pour sélectionner justement les plantes qui seraient, de manière idéale, capables de trier les bons, les EPM des mauvais. Et puis sur nous, et là je sors à nouveau de mon domaine de compétences, je crois qu'on manque encore beaucoup de recul sur les conséquences des expositions chroniques à des faibles doses sur les métaux et sur l'identification de biomarqueurs robustes au niveau de notre fonctionnement qui permettraient d'évaluer le risque des expositions à ces métaux. Voilà, je vous remercie.